Je vais tenter d'être extrêmement bref vu l'heure tardive, mais je voudrais partager une conviction simple et vous parler de quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, ce qui est quand même toujours compliqué face à une audience d'experts aussi fort et qui a autant d'expérience. Alors, je ne suis pas Emmanuel Vivier, donc je ne vais pas vous faire une présentation sur les tendances qu'il a fait brillamment ce matin. Et donc, du coup, je vais en reprendre une autre qui a été faite par Hotwire. Peut-être vous l'avez vu, puisque la fin d'année, c'est le moment où tout le monde sort ses tendances passées et ses tendances futures. Et donc, Hotwire a sorti quelques tendances que je trouve assez pertinentes, mais pas mal d'articles qui sont sortis à cette occasion, puisque c'est fait dans le monde entier, ont mis au centre quelque chose qui, moi, me semble encore aujourd'hui. Alors, vous pouvez dire, ah ouais, le real-time, mais ça fait des années qu'on en parle, sauf que maintenant, on le fait, comme on l'a déjà démontré pas mal ce matin. C'est de ça dont je voudrais parler, c'est comment, de mon point de vue, la communication en temps réel est probablement le plus gros changement de paradigme de l'histoire de la communication depuis 30 ans. Alors moi, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 4 ans la publicité, ça fait 32 ans que je fais ce métier, ça vous permet de connaître mon âge. Et en l'occurrence, j'ai connu le marketing proctérien des années 70. C'est-à-dire, vous n'étiez pas né que déjà je faisais de la publicité pour Ariel et les couches Pampers, donc je sais de quoi je parle sur le passé, sur le futur un peu moins évidemment. Mais néanmoins, il y a quand même un truc frappant, c'est que quand vous achetez un spot radio, je sais que ça ne vous semble pas très digital, mais la radio est très numérique. Quand vous achetez un spot radio, on dit vous achetez de l'espace. Mais non, vous achetez 30 secondes de radio, vous achetez du temps. C'est-à-dire que le paradigme de l'espace est tellement fort dans nos métiers, le 360 est tellement puissant dans nos métiers, qu'on en arrive à raisonner sur le futur, sur la communication dominée par le temps, avec des concepts périmés qui sont des concepts d'espace. Que veut dire l'achat d'espace quand on achète du temps? Donc je vous laisse avec cette question un court instant, et je vais tenter d'introduire pour vous un concept que par définition vous ne connaissez pas, parce que je l'ai créé il y a quelques secondes pour tenter d'attirer votre attention et de garder votre écoute, qui est le 365p. Donc, est-ce que quelqu'un connaît déjà le 365p? Ça va, j'ai donc un concept novateur dont je vais parler maintenant. Donc, je voudrais défendre la thèse que communiquer dans les 30 prochaines années, soyons ambitieux, ça consiste, comme avant, à envoyer le bon message. Il faut quand même un bon message, parce que de toute façon, quand on multiplie un bon message par une tuyauterie digitale, ça fait un bon résultat. Si on multiplie un mauvais message par une tuyauterie digitale, ça reste de la merde. Donc, il faut commencer par un bon message. Donc, il faut envoyer un bon message à la bonne personne. Ça a toujours été l'enjeu de la communication depuis que le monde est monde. Relisez Socrate. Au bon endroit. Donc, je ne dis pas que l'espace n'a pas sa place, mais de plus en plus, au bon moment. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous des femmes, ou toutes et tous des femmes et des hommes augmentés par votre téléphone mobile, et que vous faites partie de ces 90% des gens qui passent 100% de leur temps à moins d'un mètre de leur téléphone mobile. En tout cas, moi, j'en fais partie, puisque mon téléphone est aussi mon réveil matin, comme peut-être beaucoup d'entre vous, et qu'on préfère avoir son réveil matin à 1 mètre de soi plutôt qu'à 2 mètres, ce qui est beaucoup plus désagréable quand on se lève. Et donc, si ceci vous semble une évidence, je vous garantis que malheureusement, ça ne l'est pas pour la plupart des grandes entreprises, voire peut-être au sein de votre entreprise, ça ne l'est pas encore. Donc j'ai bien conscience que pour vous, ça date un peu. Le concept 365, on a l'impression d'avoir entendu parler depuis déjà 5 ou 6 ans. Donc le fait qu'on soit passé de la logique de l'espace à la logique de temps est forcément quelque chose auquel vous êtes sensible. Mais je voudrais insister sur ce point. On est passé, ne lisez pas, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de dire on est passé d'une idée qui devait se déployer sur un ensemble de points de contact, le fameux 360, qui fonctionnait sur un certain nombre de publics, à cette idée-là, qui est quand est-ce que je touche les gens sur leur chemin, le fameux consumer journey, à quel moment je vais toucher quoi. Or, ce chemin, il est unique. C'est-à-dire que chaque personne a son propre chemin sur chacun des marchés. Chaque personne est touchée de manière différente par son environnement. Vous habitez ou pas près d'un Monoprix, d'un McDonald's, d'un Système U, d'une station Total, etc. Et ça a une influence directe sur ce que vous pensez de McDonald's, de Système U ou de Total. Et puis sur votre chemin, le truc nouveau, là, c'est les petites silhouettes qui vous envoient des informations positives et négatives. Donc c'est tous ces gens qui étaient déjà des médias avant, parce que le bouche à oreille quand même existait avant Internet. Je le rappelle à ceux qui l'auraient oublié, parce qu'ils sont nés dans le digital, mais ça existait déjà. On se parlait quand même autour de la machine à café, on déjeunait quand même chez les beaux-parents, donc on avait quand même des occasions de s'influencer les uns les autres. Mais c'est vrai que le digital et le social en particulier a démultiplié les possibilités de dire du bien et du mal, en commençant par du mal, parce que les gens ont plutôt tendance, surtout les Français d'ailleurs, à se plaindre qu'à dire du bien des marques, même si chez Accor, qui était une marque formidable, 80% des gens disent du bien, et quelle chance ils ont, parce que c'est pas le cas de toutes les marques dont on s'occupe, mais bravo à eux, c'est un excellent modèle. Alors, ce real-time, c'est là où j'introduis le P, qui n'est donc et qui pour moi est un élément majeur qui est souvent
insuffisamment de mon point de vue pris en compte, c'est que le temps dont on parle n'est pas que le temps physique, c'est-à-dire le fait d'envoyer, puisque je suis parti sur McDo, continuons, un message sur le McCafé le matin et un message sur le hamburger le midi ou le soir. Donc ça, c'est ce que j'appelle le temps physique. Mais, et c'est là le vrai élément fondamental de mon point de vue, et c'est le P que je voudrais défendre maintenant, c'est le temps psychologique. Donc le 365P, c'est celui qui prend en compte le temps psychologique. Qu'est-ce que c'est que le temps psychologique ? Chaque personne, par rapport à chaque catégorie de produits, est dans un état psychologique particulier. Dans cette salle, en ce moment, un tiers d'entre vous, peut-être, n'a pas le permis de conduire. Donc si je suis Nissan, puisque je vais prendre un cas Nissan dans un instant, n'a pas un énorme intérêt à court terme, même s'il peut influencer d'autres gens. Un tiers d'entre vous a acheté une voiture depuis un an, donc lui envoyer des offres promotionnelles sur la voiture achetée la semaine prochaine n'aura que peu d'effet. Et un tiers d'entre vous, enfin le un tiers est faux, hein, c'est juste une illustration de la pensée, on ne va pas faire l'enquête tout de suite, sinon j'appellerai un excellent institut de sondage pour le faire, mais un tiers d'entre vous peut-être va acheter une voiture dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et là, vous m'intéressez diablement. Donc sur chaque catégorie de produits, sur chaque marché, chaque personne a un temps psychologique qui lui est propre. Mais, quel que soit ce temps psychologique, chaque personne sur chaque marché traverse ces 4 phases. D'ailleurs, ce qui marche dans le commerce marche même dans la vie affective et amoureuse. C'est-à-dire que vous avez une période d'indifférence qui est suivie d'une période d'intérêt, qui est suivie d'une période d'usage, qui est suivie d'une période d'usure. Ah, ça vous parle. Qui a divorcé plus de 3 fois dans cette salle ? Et donc, évidemment, on ne tourne pas tous à la même vitesse, et surtout, on ne tourne pas à la même vitesse selon les marchés. Si vous êtes une jeune mère de famille avec enfant, ou un jeune père de famille avec enfant, vous courez toutes les semaines ou tous les 15 jours pour acheter vos couches Pampers. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les anglo-saxons appellent les produits vendus en hypermarché les fast consumer goods, parce qu'on tourne très vite autour de ce petit schéma. Et puis, en moyenne, pour une bagnole, c'est 3 ans. Bon, le téléphone, grâce à Apple, qui a une très bonne agence, c'est même plus souvent que ça. Et il y a même des marchés sur lesquels on tourne tellement lentement que si je vous rate, vous êtes mort. Si j'avais le temps, je ferais le petit exercice. À votre avis, quel est le marché où on tourne le plus lentement du monde ? Et vous commencez par me dire, bien sûr, les cercueils. La réponse est non. En moyenne, on achète 1,8 cercueils par vie. Et je vous dirais qu'en fait, c'est les chiottes. Puisque si vous êtes... C'est 1,3 fois par vie. Donc, si vous êtes Jacob Delafont, Villeroy et Boch ou Alia, qui sont les grands acteurs de vente de chiottes, eh bien, si je vous rate, il faut parler à vos enfants. Alors, modulo les marchands de biens, puisque c'est une moyenne, il y a des gens qui n'en achètent jamais, des gens qui achètent beaucoup, mais en moyenne, vous tournez très lentement, donc il faut quand même faire attention à ne pas rater le moment de l'achat. Et d'ailleurs, sur ce petit schéma, vous voyez que le POS, c'est Point of Sale, il y a une accélération juste avant l'achat, et puis Honeymoon, c'est juste après l'achat, c'est le bonheur d'être sur son chiotte. Non, c'est le bonheur d'avoir acheté une voiture, le bonheur, enfin, chacun son bonheur, hein, le penseur de Rodin n'est pas si loin d'ici, puisque vous savez tous, non, j'arrête. Et donc, il est très important d'avoir ce schéma en tête au moment du digital, puisque ça, c'est le schéma qui a guidé le marketing de l'espace, au fond, des 30 dernières années. C'est-à-dire une valse à 2 temps, fondée sur 2 moments. Le moment de l'achat, que Procter & Gamble appelle le first moment of truth, et le moment de l'essai, de l'usage, que Procter & Gamble appelle le second moment of truth. Et donc, tout le marketing traditionnel dans lequel certains d'entre vous, les plus âgés comme moi, ont été élevés, c'est une valse à 2 temps, qui est acquisition, fidélisation. Tout pour l'acquisition, y compris éventuellement l'échantillonnage gratuit, etc. Reprenons l'exemple des couches Pampers. Puis, tout pour la fidélisation. Vous avez acheté une BMW série 3, je commence à vous raconter que la BMW série 5, c'est ce qu'il vous faudra dès que vous aurez les moyens. Donc ça, c'est le marketing avant Internet. Et je voudrais défendre la thèse que, après Internet, le marketing, désormais, la communication, n'ont pas un moment de vérité supplémentaire, comme certains le disent, dont Google, mais 2. Alors, le premier moment nouveau depuis Internet, c'est le fameux Z-Mode. Donc je pense que vous êtes familier avec ce concept, Zero Moment of Truth. C'est l'intérêt de Google que de l'avoir énoncé, mais il est parfaitement vrai, on l'a encore vu ce matin, avec le nombre de gens. Alors c'est encore plus vrai sur certains marchés comme les voyages, mais c'est aussi vrai sur l'automobile, c'est vrai sur la cosmétique, etc. Les gens se renseignent avant sur Internet. Et donc, il y a même un prix Z-Mode maintenant dans le prédictif où on va chercher les gens avant même qu'ils pensent à la catégorie de produits. Mais disons que le Z-Mode est devenu un élément majeur parce que de toute façon, si vous ne gagnez pas le Z-Mode, il n'y a pas de first mode. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour une voiture, parce que c'est l'exemple que je vais prendre dans un instant, dans le champ
de choix des gens. Si la Qashqai ne rentre pas dans les 4 voitures que vous envisagez d'aller essayer samedi prochain chez votre concessionnaire, je n'existe plus, donc je n'ai aucune chance d'avoir le premier moment de vérité. Alors, Google a la gentillesse de l'appeler Zimote pour ne pas froisser Procter, qui est quand même le plus gros investisseur du monde. Donc c'est juste une politesse, puisqu'en fait c'est le premier. Et il explique pourquoi 50% de l'investissement futur sera dans le digital. Aujourd'hui, on est à 30 selon les pays, mais mécaniquement, ça ne peut pas ne pas monter au moins jusqu'à 50, puisqu'il y a bien 50% de l'enjeu qui se trouve là pour la plupart des marques et pour la plupart des marchés. Et c'est ce qui fait la fortune du Google, puisque en mettant des pancartes qui s'appellent des AdWords à l'entrée d'Internet sur les emotes, c'est une manière, mais il y en a plein d'autres heureusement, c'est une manière d'influencer l'achat. Donc ça, globalement, c'est l'état de la pensée et de la réflexion. Et puis il y a une personne qui a planqué dans un bouquin, donc cette personne s'appelle Brian Solis, qui a planqué dans un bouquin qui s'appelle WTF, qui ne veut pas dire What the fuck, mais What's the future of business. Je pense qu'il l'a fait volontairement pour attirer l'attention. Et du coup, ce titre rigolo a planqué une très bonne idée en page X. J'ai un peu oublié le X, mais on va dire 123 pour... le problème, c'est que c'est filmé, que des gens peuvent vérifier. Donc, je suis mort par la vérification, le fact-checking online. Donc, il a eu cette idée géniale, de mon point de vue, qui est de dire « Ah non, mais il y a un 4e. » Alors, on peut dire c'est un 3,5 ou un 4, en fonction de la manière dont on le regarde. Il y a un truc génial qui s'appelle le UMOT. Ultimate Moment of Truth. Et qu'est-ce que c'est que le Ultimate Moment of Truth pour Brian Solis? C'est quand quelqu'un qui vit sa honeymoon, sa lune de miel, juste après l'achat, partage. Pourquoi? Parce que ça a un triple effet. Le premier effet, c'est que ça le fidélise lui-même. Si je dis publiquement que je claironne sur les réseaux sociaux, surtout j'ai beaucoup de followers, que j'adore ma nouvelle voiture, j'adore ma nouvelle Qashqai, quand je vais racheter une voiture dans 3 ans, il va falloir que je justifie le fait que finalement, je ne l'aimais plus. Bref, c'est un emmerdement qui fait que j'aurai une petite tendance à préférer rester chez Nissan. C'est mesurable. Deuxièmement, ça a un effet direct sur les gens que je connais, les 300 personnes en moyenne que je connais vraiment parmi mes followers ou parmi mes amis. Mais, et c'est ça le point le plus important, ça déjà et potentiellement, alors TripAdvisor, mais on aurait pu parler d'Airbnb, on aurait pu parler de Blablacar, etc., ça a une influence sur le recrutement, c'est-à-dire sur des gens que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que tous les jours, vous vous fiez, à tort ou à raison, parce qu'il y a quand même quelques faux commentaires, mais vous vous fiez aux avis de gens que vous ne connaissez pas, et du coup, ça a aussi une incidence potentielle sur le référencement Google. Regardez comment TripAdvisor a un effet sur le référencement de tel ou tel hôtel ou restaurant, par exemple. Et ça va considérablement augmenter. Ça, c'est mon pronostic du jour, parce que c'est le jour où il faut faire des pronostics qui sont filmés, datés, et on en reparle dans 10 ans. C'est que plein de gens disent « Ah ouais, mais il y a plein de faux avis ». C'est vrai. Mais moi, je prédis la fin des faux avis. Donc, je pense que, globalement, le système de certification, qui existe de plus en plus un peu partout, va faire qu'on saura que des personnes sont vraies quand elles laissent des commentaires. On saura de plus en plus que des personnes sont réelles quand elles laissent des commentaires. Donc, je pense que la question des faux avis, qui est une question réelle, j'ai écrit un article sur le sujet des faux avis TripAdvisor récemment, facilement trouvable sur Google, est un problème transitoire. Parce qu'on sera tous sur nos vraies identités. Et donc, vous saurez que quelqu'un qui a liké et qui a commenté sur Airbnb et qui est quelqu'un de sérieux, parce qu'il a quand même payé, il y a peu de gens qui se font chier à payer une chambre Airbnb pour mettre un commentaire négatif. Il faut vraiment la rentrer dans un système un peu pervers. Et ben, vous saurez que cette même personne est aussi quelqu'un qui a dit du bien d'un chauffeur Blablacar ou quelqu'un qui a dit du bien d'un centre commercial ou d'un hôtel Accor. Donc, il y aura une forme, on peut trouver ça bien ou mal, hein, mais il y aura une forme de traçabilité de la personne. Donc, comme vous le voyez, je voudrais défendre la thèse que la valse à 2 temps est devenue, qui était dominante à l'ère du marketing de l'espace et de la communication dans l'espace, va devenir et devient une valse à 4 temps. 3 temps et demi si vous ne m'accordez pas le 4e complètement, puisqu'on est en train de parler de la même chose, du second temps au moment de l'usage où je partage, qui, du coup, change le paradigme acquisition-fidélisation dans un truc incroyable qui est que désormais la fidélisation recrute. Jusqu'à présent, on pensait que seule l'acquisition fidélisait. Désormais, la fidélisation est de nature à recruter. Et du coup, on voit bien que là, il y a un point de levier hallucinant. C'est-à-dire que si vous réussissez à capturer ce moment de satisfaction, typiquement, c'est génial qu'Accor soit passé juste avant, parce que du coup, je n'ai plus besoin de faire cette illustration. Bah, si vous arrivez à capturer ce moment de satisfaction, si vous arrivez à envahir le net de 80% d'avis favorables et seulement 20% d'avis défavorables, vous avez un effet de levier considérable auprès de gens qui sont en phase d'acquisition. C'était la fin de cette partie théorique, mais c'est juste pour vous dire que le nouveau credo, de mon point de vue, c'est I share, therefore I am.
C'est pour ça que vous pouvez tout de suite tweeter le hashtag du futur, qui est le Think Shareable, qui devrait être le hashtag dominant de la communication. Après le Think Different d'Apple, que TBE a créé pour Apple, de mon point de vue, le hashtag d'aujourd'hui, c'est un Think Different of course, parce qu'il faut que le message soit différenciant, mais surtout, et en plus, qu'il soit partageable. Partageable en considérant qu'influencer les influenceurs, c'est influencer tous ses clients. Chaque client, même s'il a 10 followers, est un influenceur potentiel. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que soit retweeté par un mec qui en a 1 million pour que subitement son message devienne énormissime. Donc il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas s'attaquer qu'aux blogueurs influents, aux followers, aux tweetos influents, aux facebookers influents. Il faut parler à chacun de ses clients en étant là où ils sont, sur ces plateformes dont je parlais maintenant, et en considérant donc chaque client comme un ambassadeur média, et bien sûr en cultivant quand même quelques ambassadeurs qui sont devenus des médias un peu plus puissants que les autres. On en parlait avec Prisma juste avant moi. Et c'est pour ça que je résumerai la communication des 30 prochaines années, en toute immodestie, en disant l'enjeu, c'est de créer du contenu partageable qui influence les influenceurs, considérant que chaque client est un influenceur potentiel. Le nouveau... C'est pas fini. Ok, ouais, applaudissez un coup, c'est bon. Non, je plaisante. Donc, le nouvel hashtag est donc Think Shareable. Et je veux juste vous dire comment illustrer, parce que tu m'as demandé un cas, il me reste 3 minutes pour le faire. Et donc, aujourd'hui, ce qui s'appelait la disruption, créée par Jean Marais II dans les années 90, beaucoup repris depuis, parce que je vous rappelle qu'il y a un trademark disruption qu'on pourrait vous demander 1 € chaque fois que vous prononcez ce mot, ce qu'on ne fait pas, parce qu'on est super généreux, est devenu Disruption Live, c'est-à-dire comment appliquer cette logique du temps qui domine désormais la logique de l'espace. Et donc, aujourd'hui, dans chacune de nos agences, c'est vrai à Paris, c'est vrai à New York, Los Angeles, etc., ou en Asie, beaucoup, on crée désormais, ce que d'autres ont fait en appelant ça d'autres noms, on crée ce qu'on appelle, nous, des real-time units, c'est-à-dire des unités qui sont temps réel, en train de rechercher, d'écouter, grâce à plein d'outils dont certains sont dans la salle, de rechercher ce qu'on appelle des triggers, c'est-à-dire des faits saillants, de les transformer en insights au nom des marques et en produisant en temps réel de la communication qui soit reste au niveau digital, réponse sur les réseaux sociaux, soit prend potentiellement une ampleur plus grande. Et donc je voulais juste terminer par un cas très rapide qui date un tout petit peu, mais c'est une question de confidentialité, on attend 1 an avant de présenter les cas, donc celui-là date de septembre 2014, mais il était très inspirant pour le reste de nos développements de Real-Time Unit. Donc ça, c'est issu de la Real-Time Unit de New York qui s'occupe de Nissan mondialement depuis, donc c'est Nissan United dans nos locaux de Madison Avenue. Est-ce que tout le monde dans la salle connaît deadmau5 ? Oui, presque. Donc personne ne le connaît, c'est dommage parce que c'est quand même... David Guetta est un nain, non, David Guetta est génial, mais disons que deadmau5, c'est le David Guetta anglo-saxon, il est originaire du Canada, il est connu sous ce nom, même si ça s'écrit avec un 5 à la fin, parce que en général, on le voit, comme vous le voyez ici en bas à droite, à la une de Rolling Stones, en train d'être DJ avec ce sympathique déguisement qui est son signe de reconnaissance. Donc deadmau5, qui a un grand nombre de followers sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, mais aussi Twitter, tweet un jour, ce que vous voyez, je ne sais pas si c'est lisible, je vais vous le dire, en haut à droite, il tweet, alors je vais faire la version française qui est un peu moins hard que la version anglaise parce qu'elle n'est pas très sympa. Donc j'espère que ce connard d'avocat de Ferrari USA qui m'a envoyé l'ordre juridique, l'ordre légal de cease and desist, je ne sais pas comment le traduire, d'arrêter ma Purari. Et sa Purari, c'est quoi ? C'était une Ferrari customisée avec son logo à lui. Et donc, il l'avait appelé la Purari et ça déplaisait fortement à Ferrari qui pense que toutes les Ferrari doivent être rouges et surtout pas customisées même par un DJ de notoriété mondiale. Arrive ce qui arrive dans ces cas-là. Un big bad buzz, c'est la colonne de gauche que vous ne voyez pas très bien, mais un big bad buzz, faites-moi confiance, sur le fait que Ferrari aurait mieux fait de se taire, pour simplifier. Et donc, la communauté générale, la twittosphère, comme on dit, la blogosphère, se met en route pour dire Ferrari a tort et deadmau5 a raison. Chacun devrait pouvoir peindre la voiture qu'il a achetée une fortune de la couleur de son choix. Et du coup, parce que les équipes écoutent en temps réel, Nissan décide de faire une réponse avec un simple tweet que vous voyez là, qui dit Hello deadmau5, on a entendu ce qui arrivait à ta voiture, enfin à votre voiture, je ne sais pas si on vous voit ou on le tutoie à ce stade. Bonne nouvelle, on a trouvé une voiture de remplacement et donc on s'est contenté de photoshopper la Nissan GT-R en lui disant nous, Nissan, on n'a pas de problème, on serait heureux que tu utilises notre voiture customisée. Évidemment, ça crée, colonne de gauche, un good buzz instantané,
telle qu'on se dit, ça vaut la peine d'aller plus loin. Donc on est dans le cas de l'amplification, passage au monde réel, et on décide d'offrir une voiture customisée à deadmau5 lors de son prochain concert qui a lieu, en l'occurrence, à Las Vegas. Voilà. Et donc ça, c'est la livraison de la voiture de deadmau5. Donc évidemment, on le met en scène légèrement. Tout ça se fait en quelques jours, parce que c'était le concert suivant par rapport au tweet. Et donc là, d'ailleurs, vous avez même le timeline. Donc ça commence le 3 septembre et la livraison de la voiture a lieu le 5 septembre à Las Vegas. Donc il y a eu quand même un petit jeu de jambes de réactivité il faut que Nissan soit d'accord pour en vrai prêter ou donner une voiture, on ne sait pas trop, c'est prêter, et de la faire arriver le jour J à l'heure H pour pouvoir coller les autocollants qu'on a dû quand même imprimer en temps réel, etc. Donc ça demande un petit peu de réactivité. Et évidemment, tout le monde en parle, mais au point que, pour aller vite à la fin, qu'un simple joueur d'un jeu auquel vous jouez forcément tous la nuit, messieurs, qui s'appelle le Forza Racing Game, a décidé d'utiliser cette voiture, et c'est devenu la voiture la plus téléchargée du jeu. Donc la voiture des deadmau5, qui au départ était juste une voiture customisée et prêtée à deadmau5 pendant quelques jours, est devenue définitivement une voiture virtuelle utilisée dans le jeu. Donc voilà comment on passe, j'allais dire, d'un simple tweet, d'une écoute active, à une communication parfaitement en ligne avec la stratégie, parce que pour Nissan GT-R, challenger Ferrari, vu le prix de la Nissan GT-R, c'est quand même plutôt une bonne idée, parce que c'est une voiture qui est aussi bien et beaucoup moins chère que la Ferrari, surtout si c'est pour la customiser. Donc ma conclusion sera, désormais, pensez différent comme toujours, mais surtout, pensez partageable en temps réel. Je vous remercie.